Il existe des hommes qui ne jouent pas la sincérité. Ils la paient, cher, en silence. Et parfois, très tard, quelqu'un d'autre le remarque et ose le dire. À 87 ans, Anthony Hopkins n'a plus besoin de flatter qui que ce soit. Il a traversé les rôles, les époques, les modes. Il a appris cette chose que peu d'acteurs admettent publiquement. Le talent n'est rien sans la vérité intérieure. Et la vérité intérieure dans ce métier se repère rarement au glamour. Elle se repère au coup. En face, Johnny Depp. L'acteur caméléon, l'icône imprévisible, le visage qui a changé de 1000 manières sans jamais cesser d'être reconnu. Un parcours fait de triomphes populaires, de personnages entrés dans la mémoire collective et, plus récemment, d'un bruit médiatique qui a recouvert le reste. Des procès, des images, des commentaires, des camps. Une histoire où l'opinion publique a parfois parlé plus fort que les œuvres. Hopkins, lui, observe autrement. Il appartient à une génération où l'on juge d'abord un comédien à ce qu'il laisse sur une scène, dans un plan, dans une respiration. Il sait que certains artistes ont une manière d'être présents qui ne s'apprend pas, une manière de ne pas faire l'émotion, mais de la laisser passer. Et lorsqu'il parle de Depp, ce n'est pas pour raconter une anecdote mondaine, c'est pour pointer quelque chose de plus rare, presque démodé aujourd'hui, une sincérité nue, parfois maladroite, mais réelle. Pourquoi maintenant ? Parce qu'à cet âge, on n'a plus envie de laisser la rumeur décider de la mémoire. Parce que la culture du verdict permanent réduit des êtres à des titres, des polémiques, des montages. Parce qu'un homme comme Hopkins sait qu'un acteur peut être à la fois immense, fragile, insupportable pour certains, et profondément vrai dans ce qu'il donne. Et parce que Johnny Depp, qu'on le veuille ou non, est en train de revenir. Revenir à l'écran, revenir dans les discussions, revenir dans le champ des regards. Avec cette question suspendue, qu'est-ce qu'on accepte de voir au-delà du tumulte ? Le personnage public ou l'artisan ? Le symbole ou l'homme au travail ? Hopkins ne prétend pas absoudre. Il ne distribue pas des certificats de moralité. Il fait autre chose. Il désigne une qualité qu'il reconnaît entre artistes. La capacité à être sincère quand cela ne rapporte rien, quand cela expose, quand cela dérange. Une sincérité qui n'est pas une stratégie, mais une manière d'exister. Alors avant d'entrer dans la rencontre, une question s'impose. Qu'est-ce qu'Anthony Hopkins a vu exactement chez Johnny Depp que le grand public a cessé de regarder ? Et surtout, si cette sincérité est rare, pourquoi a-t-elle été si facile à recouvrir ? À quel moment le bruit a-t-il remplacé l'écoute ? Et qu'est-ce qui, dans leur histoire, oblige aujourd'hui Hopkins à briser son propre silence ? Il y a des rencontres qui n'ont rien de spectaculaire. Pas de phrases destinées à devenir un mythe. Pas de coup de foudre tel qu'on le vend dans les magazines. Et pourtant, après coup, on comprend qu'un basculement a eu lieu. Quelque chose de simple. Deux hommes se regardent et chacun reconnaît chez l'autre une forme de vérité. Anthony Hopkins n'a jamais été un acteur de la bande. Il n'a pas besoin d'appartenir à un clan. Il observe, il écoute, il laisse le temps faire son tri. Chez lui, la curiosité n'est pas un hobby, c'est une discipline. Il s'intéresse aux êtres, pas à leur légende. Et lorsqu'il croise Johnny Depp, ce n'est pas la star qu'il rencontre d'abord, c'est une présence, une manière d'occuper l'espace sans l'envahir. Johnny Depp, de son côté, porte déjà cette réputation ambiguë, adulée, parfois insaisissable, capable d'une douceur presque enfantine, comme d'une distance brusque. Ceux qui l'ont approché racontent souvent la même chose. Il peut être chaleureux, attentif, puis se refermer d'un coup, comme si une fatigue intérieure reprenait le dessus. Une dualité qui intrigue autant qu'elle inquiète, et qui, dans le regard d'un homme comme Hopkins, devient un indice, pas un défaut. Car Hopkins connaît ce type de tempérament. Il sait ce que signifie vivre avec une intensité qu'on ne contrôle pas toujours. Il sait aussi que dans le métier, les plus vulnérables sont souvent ceux que le public imagine les plus invincibles. La célébrité, Hopkins l'a vécue. Il en a connu les pièges, l'étiquette, l'attente, la caricature. Mais chez Depp, il devine quelque chose de plus corrosif encore. La notoriété comme une cage, où chaque geste est immédiatement interprété. La première chose qui frappe Hopkins, ce n'est pas la flamboyance, c'est l'attention. Depp écoute. Il peut sembler distrait, mais il capte tout. Il regarde les mains, les silences, les hésitations. Il réagit à des détails qui échappent aux autres. C'est un comportement d'acteur au sens artisanal, celui qui collecte du réel, celui qui se nourrit des nuances, pas des slogans. Et Hopkins, dans cette manière d'être,
reconnaît une forme d'humilité paradoxale. Paradoxale parce que Depp est devenu une figure mondiale, mais humilité parce qu'il reste, au fond, un homme au travail, un homme qui doute, qui cherche, qui n'est pas rassuré par son propre statut. Ce qui se joue alors entre eux est moins une relation qu'une reconnaissance. Hopkins n'est pas dupe. Il sait que les masques sociaux se portent comme des costumes. Mais il sent rapidement que Depp, derrière ses façades, ne tient pas une posture. Il improvise sa survie parfois. Et c'est précisément là que Hopkins parle, aujourd'hui, de sincérité. Cette sincérité se manifeste dans des moments minuscules, dans la façon de poser une question sans chercher à briller, dans une pudeur inattendue, dans une phrase simple, presque gauche. Loin des interviews où tout le monde récite, Depp laisse parfois sortir une vérité brute. Pas la vérité parfaite, la vérité vivante. Hopkins, qui a appris à parler avec peu de mots, se méfie des acteurs trop sûrs d'eux. Il a toujours préféré les êtres traversés, ceux qui ne maîtrisent pas complètement ce qu'ils dégagent. Il sait que la grande performance naît souvent d'un combat intérieur et que ce combat laisse des traces visibles. Alors, quand il raconte cette rencontre, il ne raconte pas une soirée de prestige. Il raconte un instant de perception, le moment où il comprend que Depp n'est pas seulement un phénomène culturel, mais un homme qui porte une charge émotionnelle réelle. Un homme qui, même lorsqu'il joue, ne se protège pas entièrement. Et c'est là que la tension commence à s'installer. Parce que si Hopkins a vu cela, d'autres ont forcément vu l'inverse. D'autres ont vu l'excès, l'instabilité, la dérive. D'autres ont réduit Depp à ce qui est spectaculaire, à ce qui choque, à ce qui alimente les récits faciles. Et Hopkins le sait. La sincérité, dans une industrie qui adore le contrôle, peut devenir une faiblesse exploitable. Il y a dans leur rencontre une question silencieuse. Jusqu'où un artiste peut-il rester vrai sans être détruit par le regard des autres? Hopkins n'est pas un sauveur, il n'est pas un juge, mais il se place à un endroit rare, celui de l'ancien qui dit à la foule, calmement, « Vous ne voyez pas tout ». Et quand il le dit à 87 ans, ce n'est pas une provocation, c'est un geste de mémoire, une façon de remettre l'humain au centre. Car après cette rencontre, une évidence s'impose. Leur histoire ne se résume pas à un croisement. Elle s'inscrit dans une époque où l'on confond de plus en plus la personnalité publique et la valeur artistique. Et Depp va devenir l'un des symboles les plus violents de cette confusion. La gloire chez Anthony Hopkins a toujours eu une forme particulière. Elle ne l'a jamais transformé en mascotte. Elle l'a installé dans une autorité, celle d'un acteur capable de traverser un film en parlant peu, en regardant beaucoup, en imposant une tension que personne n'ose nommer. Son visage est devenu, au fil des décennies, une sorte de repère. On le connaît pour cette puissance froide, presque clinique, celle qui a marqué le public dans des rôles où la menace tient à une politesse, à une phrase prononcée trop calmement. Mais réduire Hopkins à cette seule aura serait une erreur. Son prestige s'est construit sur une amplitude. L'émotion contenue de The Remains of the Day, le tragique du pouvoir dans Nixon, la gravité d'un homme vieillissant qui accepte de perdre. Hopkins n'a pas été une star au sens léger du terme. Il a été une référence, une institution vivante. Et pendant que Hopkins consolidait ce statut, Johnny Depp devenait un autre type de phénomène, une icône populaire mondiale, une icône mouvante. D'abord, ce visage d'adolescent étrange, presque fragile, dans Edward Scissorhands, un personnage qui dit déjà tout de lui, la douceur, la marginalité, l'émotion à fleur de peau, et cette capacité rare à être profondément expressif, sans discours. Puis, au fil des années, Depp devient l'acteur que Hollywood ne sait pas classer, trop beau pour n'être qu'un character actor, trop étrange pour être seulement un leading man. Quand la saga Pirates of the Caribbean explose, Depp passe un cap. Il n'est plus seulement respecté, il est adoré. On imite ses gestes, sa démarche, sa façon de parler. Le personnage devient un langage collectif. Mais, dans le même temps, le succès fabrique un piège. Le public ne veut plus seulement l'acteur, il veut la silhouette. Il veut la répétition du mythe. Et c'est là que la période de gloire prend un relief plus complexe. Parce que Depp, au sommet, continue d'aller chercher ailleurs. Il choisit des rôles qui ne sont pas toujours confortables. Il travaille avec des univers singuliers, parfois sombres, parfois enfantins, parfois baroques. Il alterne le grand public et les projets plus risqués. Et ce va-et-vient crée une image, celle d'un artiste qui refuse de se figer,
même quand le marché lui propose une cage dorée. Hopkins, lui, regarde cette trajectoire avec une forme de compréhension. Il sait ce que le succès demande en échange, de devenir lisible, de devenir un produit clair. Or, Depp reste flou. Et l'industrie, paradoxalement, adore et déteste ce flou. Elle le vend, puis elle s'en méfie. Elle l'exhibe, puis elle le juge. Durant ces années, ils incarnent deux manières d'être au sommet. Hopkins, la stabilité, la maîtrise, la durée. La gloire comme reconnaissance d'une discipline. On l'invite parce qu'on sait qu'il livrera quelque chose de précis, de construit, de solidement tenu. Depp, l'aimantation, le trouble, l'imprévisible. La gloire comme fascination, comme projection collective. On le suit parce qu'il échappe, parce qu'il surprend, parce qu'il ressemble à une légende en mouvement. Mais il y a un point commun, et Hopkins le perçoit peut-être mieux que d'autres. Aucun des deux ne supporte vraiment le mensonge. Pas le mensonge moral, le mensonge artistique. Cette façon de jouer la comédie en dehors du cadre du film. Cette obligation d'être constant, souriant, simple, rassurant. Hopkins a appris à naviguer avec cela, à s'en protéger. Depp, lui, semble parfois s'y brûler. La gloire à ce niveau n'est pas seulement une récompense. C'est une pression permanente, une surveillance diffuse. Un monde où l'on attend que vous soyez une version stable de vous-même, alors même que l'art se nourrit du contraire, de la contradiction, des fractures, des zones d'ombre. Et c'est précisément ici que la phrase « sincérité rare » commence à prendre un sens plus lourd. Car au sommet, la sincérité devient dangereuse. Elle expose, elle rend vulnérable, elle crée des maladresses que le public ne pardonne plus. Et plus la célébrité est grande, plus l'erreur est amplifiée, commentée, transformée en verdict. Dans ces années de gloire, l'image de Depp est encore celle d'un artiste libre, presque intouchable. Mais Hopkins, avec son expérience, sait une chose. Quand le monde vous adore, il ne vous regarde pas vraiment. Il regarde ce qu'il a besoin de voir. Et un jour, inévitablement, les fissures apparaissent. Il y a un moment, dans toute trajectoire de gloire, où l'on cesse de monter. Sans s'en rendre compte. On continue d'avancer, oui. On apparaît encore, on sourit encore, on travaille encore. Mais quelque chose s'est déplacé. Une tension nouvelle, un léger décalage entre l'image et la réalité. Et ce décalage, au début, personne ne veut le nommer. Johnny Depp entre dans cette zone-là presque imperceptiblement. Au départ, ce ne sont que des murmures, des récits rapportés par des équipes, des rumeurs d'irrégularité, d'épuisement, de soirées trop longues, de retard. Rien de très original dans l'industrie. Beaucoup de grandes vedettes traversent des périodes d'excès. Beaucoup se réparent, se réinventent, reviennent. Mais alors, pourquoi chez Depp, ces rumeurs prennent-elles une teinte différente ? Pourquoi deviennent-elles une grille de lecture et non un simple bruit de fond ? Peut-être parce que Depp est devenu, malgré lui, un symbole, celui de l'artiste hors norme. Et dans un monde qui adore les symboles, on pardonne tant qu'on continue de produire de l'émerveillement. Pourtant, dès que l'émerveillement s'essouffle, le symbole se retourne. Ce qui fascinait devient suspect. Ce qui semblait bohème devient irresponsable. Ce qui semblait libre devient incontrôlable. Ce soir-là, ou plutôt ces soirs-là, répéter le regard change. Anthony Hopkins, lui, n'ignore pas ces bascules. Il les a vues de près, chez d'autres, et il les a frôlées lui-même, dans une autre forme. Il sait que l'âge n'apporte pas seulement la sagesse, il apporte aussi une lucidité presque douloureuse sur les mécanismes du milieu. Il voit comment une narration se fabrique autour d'un artiste, d'abord héroïque, ensuite ambiguë, enfin accusatrice. Il voit comment la presse, les réseaux, parfois même les studios, se mettent à écrire une histoire sans attendre que l'homme concerné puisse la raconter. Mais alors, à quel moment exactement la fissure devient-elle fracture ? Quand la vie privée commence à déborder. Quand ce qui se passait derrière les portes devient un feuilleton mondial. Quand le couple, la maison, les disputes, les blessures, les images, les témoignages, tout se transforme en matière publique. La célébrité ici ne protège plus, elle l'amplifie. Elle transforme chaque détail en preuve, chaque mot en arme. Et Johnny Depp, dans cette phase, est pris dans un piège moderne. L'époque veut des récits simples, un coupable, une victime, un camp, un autre, une vérité immédiate, une indignation qui se consomme vite. Et ce que l'on perd, au passage, c'est la complexité humaine, la possibilité même de comprendre avant de juger. Pourtant,
Hopkins, lorsqu'il parle aujourd'hui de sincérité, ne parle pas d'innocence ou de culpabilité. Il parle de l'homme au travail, de l'homme derrière le vacarme. Car dans ces années de fissures, Depp continue de tourner, de créer, de tenter de rester acteur alors qu'on lui impose d'être personnage public à temps plein. Et il y a quelque chose d'épuisant, presque inhumain dans cette obligation. Devoir se défendre tout en restant inspirant. Ce soir-là, dans l'opinion, on ne voit plus un acteur, on voit un dossier. Et la fissure devient double. D'un côté, l'homme s'épuise, de l'autre, le monde se durcit. Les contrats se discutent autrement, les collaborations deviennent prudentes, les invitations se raréfient, les phrases se pèsent. On ne dit plus « il est brillant », on dit « il est risqué ». Ce mot « risqué » est une lame froide à Hollywood. Il ne juge pas le talent, il juge la tranquillité de ceux qui investissent. Hopkins, à ce stade, se tait. Non par indifférence, par instinct de survie du milieu, on ne commente pas les tempêtes tant qu'elles grondent, parce que tout commentaire devient un alignement politique. Mais ce silence a un prix. Il laisse le bruit occuper tout l'espace. Il laisse les autres décider de ce qui doit rester de Depp. Un génie abîmé, un enfant terrible, un homme à éviter, un symbole à abattre. Et Depp, pris dans cette mécanique, semble parfois se replier davantage, comme si la seule manière de ne pas être dévoré était de disparaître partiellement, de laisser parler les avocats, les titres, les analyses, de devenir malgré lui la matière première d'un débat qui le dépasse. Mais alors, que reste-t-il de la sincérité dans un tel enfer médiatique? Que reste-t-il de l'artiste quand l'homme est disséqué? Et surtout, comment Hopkins peut-il encore parler de sincérité rare alors que tout semble justement avoir été transformé en spectacle? C'est là que la crise arrive. Pas comme une surprise, mais comme une conséquence logique. La crise n'arrive jamais comme un éclair unique. Elle s'installe, elle s'épaissit, elle prend la forme d'une accumulation, des jours de tension, des nuits trop longues, des phrases qui ne se répondent plus, des regards qui deviennent des accusations. Et puis un matin, on comprend que ce qui devait rester intime est déjà sorti du cadre. Pour Johnny Depp, la rupture ne se résume pas à une séparation. Elle devient une fracture publique, un basculement d'époque, une démonstration brutale de ce que la célébrité peut faire à une vie privée lorsqu'elle se transforme en dossier mondial. Au départ, il y a l'histoire d'un couple, avec ses déséquilibres, ses promesses, ses violences verbales peut-être, ses excès, et ce que l'on appelle, dans la vraie vie, une relation qui se détruit de l'intérieur. Mais alors, très vite, quelque chose change de nature. Les récits s'affrontent, les versions se contredisent, les documents circulent, les images surgissent. Et l'espace public se remplit d'une matière inflammable, l'intime mise en pièces. Ce qui est saisissant dans cette période, c'est la vitesse à laquelle le monde réclame une conclusion. Il ne s'agit plus d'un drame humain, il s'agit d'un verdict. Les réseaux sociaux amplifient tout, les médias suivent, les discussions se polarisent. On ne cherche plus à comprendre, on cherche à classer. Pourtant, la vérité, dans une crise, est rarement une ligne droite. Elle est fragmentée, elle est douloureuse. Elle peut comporter des zones où chacun se sent à la fois victime et coupable. Et c'est précisément ce que l'époque supporte mal, l'ambiguïté. L'époque veut des récits nets. Depp, dans ce chaos, devient une figure symbolique. L'homme qui doit répondre, l'homme qu'on accuse, l'homme qu'on défend. Et ce rôle-là, il ne l'a pas choisi, il le subit. Avec une violence particulière, celle de devoir se justifier devant un tribunal, et devant un tribunal parallèle, permanent, qui ne dort jamais. Anthony Hopkins regarde cela de loin, mais pas de haut. Il sait ce que ce genre de tempête produit, une accélération de la chute. Les studios hésitent, les amis se taisent, les partenaires se protègent. Ce n'est pas forcément de la lâcheté, c'est de la peur. Peur d'être entraîné, peur d'être mal lu, peur d'être associé à une cause. Mais alors, au cœur de la crise, il y a une autre rupture. La rupture entre l'homme et son image. Car Depp, jusqu'ici, était un acteur que l'on associait à des personnages plus grands que nature. On le regardait comme un symbole de liberté, de fantaisie, d'insolence. Et soudain, on ne le regarde plus pour ses films, on le regarde pour ses comportements supposés, pour ses messages, pour ses enregistrements, pour des extraits arrachés à leur contexte. La mécanique est implacable, le réel chasse la fiction. Et la fiction, ce qui le tenait debout, cesse d'être le centre. La crise atteint alors un point où l'on parle moins de cinéma que de morale.
Et c'est là que le silence devient un personnage à part entière. Silence des tournages qui n'appellent plus. Silence de certains collègues qui évitent de prononcer son nom. Silence de l'industrie qui préfère attendre le vent avant de choisir une direction. Silence parfois de Depp lui-même, quand toute parole risque d'être détournée. Ce silence n'est pas neutre. Il pèse, il isole, il construit une sensation de chute, même lorsqu'on se bat. Et Depp se bat, par la justice, par des prises de parole indirectes, par une résistance qui ressemble parfois à de l'obstination. Mais dans les coulisses, le prix est énorme. L'épuisement psychique, le sentiment d'être dépossédé de soi, l'impression que la moindre nuance est impossible. Et puis vient la scène moderne de la crise, le procès comme spectacle. Un procès où chaque geste est commenté comme une performance. Un procès où l'on analyse des expressions faciales comme si l'on regardait un film. Un procès où l'homme, acteur de métier, est paradoxalement suspecté d'être acteur de sa propre vie. Et cette suspicion-là est terrible, parce qu'elle détruit la possibilité même d'être cru. Hopkins, lorsqu'il parle aujourd'hui, semble dire ceci sans le formuler ainsi. « Je sais reconnaître un acteur qui joue et un homme qui souffre. » Et dans cette crise, ce qu'il retient de Depp, ce n'est pas la stratégie, c'est la fragilité exposée, la maladresse, les contradictions, la part d'humain qui reste visible malgré le rouleau compresseur. Mais alors, qu'est-ce qu'il reste après une crise pareille? Il reste un artiste abîmé, mais vivant. Il reste un public divisé. Il reste une industrie prudente. Et il reste, surtout, une question. Comment se reconstruit-on quand la rupture a été regardée par le monde entier? C'est ici que commence l'après. L'après-tempête, l'après-bruit, l'après-vertige. Après une tempête publique, il n'y a pas tout de suite un retour. Il y a d'abord un vide. Un temps où les journaux passent à autre chose, où les réseaux se déplacent vers un nouveau scandale, où le monde continue, mais où l'intéressé, lui, reste au même endroit intérieur, avec les débris. Pour Johnny Depp, l'après n'a pas été un triomphe immédiat. Il a eu la forme d'une traversée lente, irrégulière, parfois silencieuse. On a vu des apparitions, un concert, une photo, une rumeur de projet, une annonce de film. Mais derrière ces signes, il y a quelque chose de plus intime, la nécessité de reprendre une place sans reprendre le bruit. Car ce que la crise laisse, ce n'est pas seulement une réputation à réparer, c'est un rapport au monde abîmé, un rapport au regard, à la parole, à la confiance. On ne sort pas d'une exposition aussi violente en redevenant normal. On apprend à vivre avec une forme de suspicion permanente, même quand on croit avoir gagné sur un plan juridique. Le jugement social, lui, n'a pas de... Dans cette phase, Depp cherche des refuges qui ne sont pas forcément spectaculaires. Il se rapproche d'espaces où l'on travaille plus qu'on ne commente. La musique, par exemple, devient une zone de respiration. Une scène où l'on peut exister sans être disséqué phrase par phrase. Des collaborations artistiques apparaissent. Des prises de parole restent rares. Non par calcul seulement, mais parce qu'il sait que chaque mot sera retourné comme une preuve. Mais alors, comment continuer à être acteur quand on a été transformé en carpe? C'est ici que l'on comprend mieux le regard d'Anthony Hopkins. Hopkins appartient à une génération qui considère le travail comme un rempart. Quand tout s'effondre, on revient au geste, à la répétition, à la concentration, au texte, à l'écoute. Et il semble reconnaître chez Depp, dans l'après-tempête, une forme d'instinct similaire. Ne pas se justifier sans fin, mais refaire. Refaire un film, refaire une scène, refaire un dialogue, refaire un choix artistique. Comme on reprend sa respiration. On parle alors de retour, mais le mot est trompeur. Ce n'est pas un retour à l'ancien Depp, c'est au mieux une transformation. Un homme qui a compris que la gloire peut être retirée comme on ferme une porte. Un homme qui découvre que le public, parfois, ne protège pas, il consomme. Et cette découverte laisse une trace. Dans l'après, Depp apparaît autrement, moins dans l'exubérance, plus dans une forme de retenue. Il n'est pas certain que ce soit une stratégie de communication. Cela ressemble plutôt à une prudence acquise dans la douleur. Comme si l'homme avait appris que l'ironie peut être mal interprétée, que la spontanéité peut devenir un piège, que la moindre outrance sera utilisée contre lui. Et pourtant, il continue d'inspirer une fidélité puissante. Une partie du public ne l'a pas lâché. Certains fans parlent de lui comme d'un artiste réel, justement parce qu'il n'a jamais donné l'image d'un être parfaitement lisse. Cette fidélité-là, dans l'après, devient une force, mais aussi une responsabilité.
On attend de lui non seulement des films, mais une preuve qu'il mérite encore d'être regardé. Dans ce paysage, l'industrie redevient prudente. Elle teste, elle observe, elle attend, elle mesure. Le cinéma aujourd'hui fonctionne aussi comme une économie de risque. Et Depp, malgré son statut, reste un nom sensible. On le propose parfois, on le discute, on l'évalue. Ce simple fait être évaluable après avoir été intouchable est déjà une humiliation silencieuse. Mais c'est aussi le terrain réel de la reconstruction. Accepter d'être à nouveau jugé sur le travail et pas seulement sur le mythe. Hopkins, lui, n'entre pas dans cette logique de marché. Lorsqu'il parle, il ne parle pas en producteur, il parle en confrère, en homme qui a vu des carrières disparaître pour moins que cela et d'autres survivre par un fil. La capacité à rester sincère quand tout pousse au cynisme. Et c'est ici que l'on entend mieux ce que signifie « après la tempête ». Ce n'est pas seulement reprendre sa place, c'est vivre avec une mémoire publique qui colle à la peau. C'est marcher dans une rue et savoir qu'on sera toujours, pour certains, un symbole. C'est monter sur un plateau et sentir que les regards évaluent non seulement la performance, mais la légitimité de votre présence. Pourtant, dans cet après, il y a parfois des phrases qui circulent, des paroles simples, dites sans emphase, des phrases qui ressemblent à une tentative de rester humain. Depp n'est pas un grand orateur public, il n'est pas Hopkins précisément. Hopkins maîtrise la distance. Depp, lui, laisse filtrer quelque chose de brut, parfois confus, parfois touchant. Une gratitude, une fatigue, une volonté de continuer. Et Hopkins, à 87 ans, regarde cela et se dit peut-être « il n'a pas appris à se protéger, il a appris à survivre ». Mais alors, que reste-t-il à dire après la tempête, si ce n'est que l'on n'a jamais dit ? Il reste la révélation. Non pas un scoop, pas une bombe médiatique, une révélation au sens intime, un geste de parole tardif, précis, presque grave. Un moment où Hopkins, justement parce qu'il n'a plus rien à prouver, choisit de nommer ce qu'il a vu. La révélation dans une histoire comme celle-ci n'est pas un secret sensationnel. Ce n'est pas une phrase destinée à faire le tour des réseaux. C'est souvent l'inverse. Quelques mots, posés lentement, qui viennent contredire l'époque, parce qu'ils refusent le spectacle, parce qu'ils refusent la simplification, et parce qu'ils ramènent obstinément un être humain à sa dimension réelle. À 87 ans, Anthony Hopkins parle avec une économie presque sévère. Il sait que lorsqu'un homme de son âge prend la parole sur quelqu'un d'aussi controversé, il est immédiatement enrôlé. On lui demandera « De quel côté êtes-vous » comme si le monde ne savait plus entendre autre chose qu'un alignement. Mais Hopkins ne s'aligne pas, il décrit. Il dit, en substance, et c'est là que sa parole devient rare, qu'il a rencontré chez Johnny Depp une sincérité qu'il voit peu dans ce métier. Une sincérité qui ne ressemble pas à la gentillesse publicitaire, ni à l'humilité de façade. Une sincérité plus risquée, celle d'un homme qui ne maîtrise pas entièrement la manière dont il est perçu, parce qu'il ne calcule pas tout. Et ce détail change tout. Car ce que Hopkins révèle n'est pas une information, c'est un critère de lecture. Il nous propose de regarder Depp non plus comme un dossier, mais comme un artiste traversé. Et il le fait sans innocence. Hopkins n'est pas naïf. Il connaît les zones d'ombre, les contradictions, les excès. Mais justement, il affirme que ces contradictions ne suffisent pas à effacer ce qu'il a vu au travail, une vérité. Le mot sincérité est piégé. Dans l'espace public, il sonne comme une excuse, comme une tentative de réhabilitation. Mais dans la bouche d'un acteur comme Hopkins, il a une autre signification. La sincérité, c'est la capacité de ne pas mentir dans l'instant du jeu, de ne pas tricher avec l'émotion, de ne pas jouer le contrôle quand la scène exige l'abandon. Hopkins sait reconnaître cela, parce que lui-même a construit sa carrière sur l'inverse des artifices. Il n'a jamais eu besoin de surjouer la profondeur. Il a été profond parce qu'il a accepté le silence, la retenue, l'écoute. Et lorsqu'il parle de Depp, il reconnaît une intensité qui vient d'un même endroit, une faille intérieure qui travaille. Mais alors, pourquoi en parler maintenant ? Parce que le monde a confondu les niveaux, parce qu'on a jugé l'acteur uniquement par le bruit autour de sa vie, parce qu'on a oublié qu'un artiste parfois est plus vrai dans ce qu'il crée que dans ce qu'il dit, et parce que Hopkins, aujourd'hui, semble vouloir laisser une trace avant que l'histoire ne se fige. Il y a dans cette révélation quelque chose d'un vieux réflexe de journaliste intérieur, remettre la nuance dans un paysage saturé de slogans. Hopkins ne dit pas « il est parfait », il dit implicitement
il est réel. Et dans une industrie où beaucoup jouent à être réel, être réellement réel devient presque scandaleux. La révélation, c'est aussi une manière de réhabiliter un geste, celui de voir un homme au-delà du tribunal. Non pas pour effacer la souffrance des uns ou des autres, mais pour refuser de réduire un être à une seule narration. Et puis Hopkins révèle autre chose, plus délicat, plus humain. La sincérité de Depp n'est pas confortable. Elle peut être incohérente, elle peut être excessive, elle peut être fragile. Mais elle n'est pas froide, elle n'est pas manipulatrice, dans le sens où Hopkins entend ce mot. La manipulation qui consiste à être toujours impeccable, toujours stratégiquement émouvant, toujours parfaitement calibré. Depp, lui, laisse des aspérités, des maladresses, des silences lourds. Et c'est précisément cela que Hopkins respecte. Parce que les aspérités, dans la vie comme dans l'art, sont le signe d'une absence de polissage. Ce que Hopkins dit finalement, c'est ceci. Je ne vous demande pas de l'aimer. Je vous demande de comprendre que l'homme que vous croyez connaître est plus complexe que ce que vous avez consommé. Et il y a dans cette phrase implicite une forme de courage. Parce qu'à 87 ans, Hopkins pourrait rester dans la posture confortable, ne rien dire, éviter les polémiques, protéger son image. Or, il choisit de risquer un malentendu, simplement pour préserver une nuance qu'il juge juste. La révélation n'est donc pas un scoop. C'est un acte de regard. Un acte qui dit « je l'ai vu de près ». J'ai vu ce que beaucoup n'ont pas vu. Un acteur qui ne triche pas entièrement, même quand il devrait se protéger. Et cette sincérité, rare, prend alors un sens plus profond. Elle n'est pas seulement artistique, elle est existentielle. Depp ne sait pas toujours se protéger du monde, parce qu'une partie de lui continue d'espérer qu'on le regardera pour ce qu'il est, et pas seulement pour ce qu'on raconte. Mais alors, que fait-on de cette révélation à la fin? On ne la transforme pas en arme, on ne la transforme pas en slogan, on la laisse résonner. Comme un rappel, derrière les icônes, il y a des hommes, et derrière les hommes, parfois, il y a un combat silencieux. Au bout d'une histoire comme celle-ci, il n'y a pas de morale confortable. Il n'y a pas non plus de conclusion qui mettrait tout le monde d'accord. Il y a seulement une sensation, celle d'un monde qui a regardé trop vite, et d'un homme qui, très tard, a décidé de regarder autrement. Anthony Hopkins n'a pas réhabilité Johnny Depp. Il n'a pas effacé le tumulte. Il n'a pas demandé l'oubli. Il a fait un geste plus rare, presque archaïque. Il a rendu à un être la complexité que l'époque lui refusait. Cela peut sembler peu. Quelques mots sur la sincérité, une phrase, une nuance. Mais dans un paysage saturé de récits instantanés, la nuance est un acte. Elle ne cherche pas la victoire, elle cherche la justesse. Et c'est peut-être là, au fond, que se joue la véritable fin de cette histoire, dans la différence entre la vérité et le verdict. Un verdict ferme. Il tranche, il simplifie, il calme l'angoisse des spectateurs. Il donne l'illusion de maîtriser le réel. La vérité, elle, ne calme rien. Elle laisse des zones floues. Elle oblige à supporter l'inconfort. Elle demande du temps. Et Hopkins, à 87 ans, appartient à cette école, celle du temps long. Celui qui considère qu'un artiste se juge sur une durée, pas sur une tempête. Johnny Depp, lui, continue d'avancer. Peut-être avec un rapport au monde changé à jamais. Il y a des gens qui sortent d'une crise plus dure, plus cynique, plus calculateur. Et il y en a d'autres, plus rares, qui sortent brisés à certains endroits, mais curieusement plus sobres, plus lucides. Pas meilleurs, non, plus conscients, plus prudents, moins disponibles au grand théâtre social. Ce qu'on appelle retour est souvent un mot de journaliste. Dans la réalité, ce n'est pas un retour, c'est une recomposition. Une manière de reprendre un métier quand on sait que ce métier ne vous protège pas. Une manière de continuer à créer quand on sait que l'opinion publique peut vous dévorer. Et au milieu de cette recomposition, la phrase de Hopkins reste suspendue. Sincérité rare. Rare parce que le monde récompense le contrôle, pas la fragilité. Rare parce que l'industrie adore les acteurs maîtrisés, pas ceux qui débordent. Rare parce que la sincérité, quand elle s'expose, devient une cible. Mais alors, si elle est rare, pourquoi ne touche-t-elle encore? Parce qu'elle rappelle une évidence qu'on oublie. L'art n'est pas une preuve d'innocence, mais il peut être une preuve d'humanité. Il peut montrer un homme dans ce qu'il a de plus vrai, même lorsque sa vie, elle, est en désordre. C'est une contradiction difficile à accepter pour l'époque. Pourtant, elle existe. Et tout le cinéma, depuis toujours, est rempli de ces paradoxes.
des artistes capables de beauté au milieu du chaos. Hopkins ne demande pas qu'on confonde l'homme et le personnage. Il ne demande pas qu'on excuse. Il demande qu'on distingue. Qu'on puisse dire « cette personne a traversé une crise », sans que cela devienne immédiatement « donc elle mérite d'être détruite » ou « donc elle mérite d'être sanctifiée ». Il y a, dans cette distinction, quelque chose de profondément adulte. Et peut-être que Hopkins, en parlant à 87 ans, offre justement cela. Une parole adulte dans un monde adolescent, pressé, binaire. Une parole qui accepte que l'humain soit difficile à résumer. La fin de ce récit n'est donc pas un happy end. Johnny Depp n'est pas sauvé par les mots d'Anthony Hopkins. Et Hopkins, lui-même, ne se place pas en juge. Il se place en témoin. Un témoin qui, par sa seule stature, rappelle que la mémoire culturelle n'est pas obligée d'être une exécution. Et si l'on revient à l'idée de départ, la sincérité qui se paie, on comprend que cette histoire n'est pas seulement celle de Depp. Elle raconte aussi quelque chose de nous, de notre manière de consommer les destinées, de notre besoin de trancher vite, de notre difficulté à supporter la nuance. Le cinéma parfois sert à cela, non pas à fuir le réel, mais à apprendre à le regarder plus calmement. Et la dernière image n'est pas un triomphe, c'est un reste de temps, un reste de silence. Et sur la table, il reste une photo. Le temps, lui, ne dit plus rien.